Salut YouTube, ça va? Il fait très chaud, c'est pour ça que je suis dans le noir. On est le mercredi 24 juin, il fait 41 degrés dehors, je pense que là il fait 30 degrés dans mon appart, je suis en train de suer. C'est un peu le bordel parce que je suis en train de déménager là, donc c'est mon avant-dernier stream chez moi. Et pour l'occasion, regardez, on va lire des articles, c'est cadeau. C'est cadeau parce que je vous aime beaucoup, je vous offre ça, voilà. Sachez-le, je vous offre ça. On va lire des articles d'un journal que j'adore, d'un journal qui est extraordinaire, d'un journal qui est d'un niveau intellectuel assez important. On va lire des articles de Franc-Tireur. Et oui, Franc-Tireur qui a sorti un numéro exceptionnel aujourd'hui à Camp une Pride à Gaza. Là-bas, les Gazaouis se révoltent contre le Hamas. En fait, je rappelle qu'on est le 24 juin 2026, il y a encore un génocide en cours, ils se font encore bombarder, ils se font massacrer. Mais le Franc-Tireur veut nous faire croire que la priorité des Gazaouis là, c'est le Hamas et pas, je sais pas, Israël. Non. Et ici, l'extrême gauche applaudit et s'en prend aux laïcs. Donc on va lire quelques articles pour que vous puissiez voir un peu le niveau des articles de Franc-Tireur. Et on va parler aussi de tout ça parce que vous le saviez pas, c'est pas indiqué, mais il y a aussi un article sur Didier Lestrade. Oui, il y a un article sur Didier Lestrade là-dedans. Et le titre c'est Didier Lestrade, homo extremus. Après, je pense que Didier Lestrade, il serait heureux de ça. Donc, on va découvrir ça et vous allez voir parce que je pense que beaucoup de gens parlent de Franc-Tireur sans connaître vraiment le niveau des articles, sans voir à quel point c'est nul. Je pense que les gens savent que c'est nul, mais ils ne savent pas à quel point c'est nul. Vraiment. Vous vous rendez pas compte comment c'est de la grosse merde en fait. C'est financé avec nos impôts. Hein. On va commencer par Caroline Fourest. Ok. Donc c'est ça, hein. Vraiment c'est super court hein, les articles. Hein. Vous allez voir, c'est de la grosse merde. Donc Caroline Fourest, la fierté et la honte. Le franc-parler de Caroline Fourest. J'espère que c'est pas son titre à elle. Hein. J'espère que c'est pas Caroline Fourest qui dit le franc-parler de Caroline Fourest. Parce que là, on serait à un niveau de... Je tiens à préciser, les gens. Si vous n'êtes pas prêts à perdre des neurones, si vous n'êtes pas prêts à affronter un niveau de nullité, quittez tout de suite cette vidéo. Parce que là, le niveau est quand même désastreux. Hein. Et je pense que je vais m'énerver, je pense que je vais péter un câble, je pense que je vais insulter des gens. Donc voilà, c'est parti. Est-il encore possible de marcher ensemble à la Pride sans subir les mises à l'index de militants indigénistes ou insoumis? Les militants indigénistes à la Pride, voilà, je pense que t'en as énervé pas mal. Parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de militants indigénistes à la Pride. Ah, j'imagine les indigénistes en mode, la Pride, nous. Non mais vas-y à ta Pride, va à ta Pride. La réponse est non. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux que, voilà. Ils n'y vont généralement pas. Oui, je pense que les indigénistes ne vont pas à la Pride. L'extrême gauche veille à noyauter le moindre mouvement et en exclut tout esprit libre. Après, Caroline Fourest, ça fait quand même un moment que tu es exclu des milieux LGBT progressistes. Hein. Je pense qu'après, il y a les milieux LGBT conservateurs de droite où tu es autorisé. Mais ça fait un moment que voilà, les milieux queer LGBT ont compris que Caroline Fourest était une grosse réactionnaire. Exclut tout esprit libre, universaliste, laïque ou Charlie. Putain, il y a encore le truc, je suis Charlie. 2026, elle est encore en mode moi je suis Charlie, en le taxant bien sûr d'extrême droite, qui commence avec eux à Roussel et Ruffin. Oui, Roussel, je serais moins sur Ruffin, ouais. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, l'association homo-universaliste et laïque. Oh là là, non mais tous les... Alors nous, on est une association homosexuelle, universaliste et laïque. Fierté citoyenne, déjà le nom, Fierté citoyenne, mais ça pue la merde. Fierté citoyenne. A été interdite de marcher à la Pride, tant mieux, par une inter-LGBT noyautée. Je pense pas que cette inter-LGBT est noyautée. Je pense que l'inter-LGBT est profondément plus à gauche que toi, Caroline Fourest. En fait, tu dis noyauté quand c'est une minorité. Là, je pense que la majorité est de gauche et n'aime pas Caroline Fourest. Voilà, c'est pas noyauté. Sa plénière a décidé à l'unanimité, donc tu vois, c'est même pas... de refuser l'inscription, à l'unanimité, hein, de refuser l'inscription de Fierté citoyenne en raison du comportement de leurs responsables envers différents bénévoles. Quel comportement? Ça n'est pas précisé. La fédération se réfugie derrière la confidentialité. En réalité, c'est la laïcité qui pose problème. Bien sûr, oui, bien sûr. Vous saviez, vous, que la Gay Pride, c'était pas du tout laïque? Vous saviez ça? C'était anti-laïque. En fait, on a noyauté la Gay Pride et on a fait ça un truc assez islamiste, hein, la Gay Pride. Noyauté dès que ça va pas dans son sens. Après, Fourest, ce n'est pas complotiste. Fourest, ouais, c'est... En 2022, déjà, le porte-parole de Fierté citoyenne a été évincé. Son crime, s'être ému de voir le planning familial renoncer à la laïcité dans ses statuts et avoir diffusé le slogan « La laïcité protège les personnes LGBTQI+. Elle les protège de quoi? Ah, je pense qu'elle protège de l'église et tout.
Donc moi j'ai pas la donnée, moi je sais pas de quoi elle parle ça, donc peut-être que Cassandra savent mieux que moi, mais je sais pas de quoi elle parle là. La Pride noyautée par les islamistes, bah oui on est très fort, hein. On est très fort. Cette fois, l'association laïque a carrément été mise sur une liste noire et dans le même sac que Civitas ou Nemesis. Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué du tout. Deux organisations réellement d'extrême droite, contrairement à Caroline Fourest, qui n'est que de droite. De la droite dure, de la droite islamophobe, de la droite réactionnaire, mais elle est que de droite, ok. On ne la met pas sur le même plan que Nemesis. Moi, je suis d'accord que Caroline Fourest n'est pas, comment elle s'appelle, Alice Cordier. Voilà. Mais bon, ça reste une droitarde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Alice Cordier a été interviewée par Florence Bergeau-Beckler. Et une interview très sympathique hein, de la part de Florence. Florence Bergeau-Beckler a été très très sympa avec la militante d'extrême droite. Faut que tu fasses Bergeau et Cordier là. Mais peut-être la prochaine fois on le fera. Un amalgame odieux. Une police politique, une police politique carrément, qui se déguise en respect de la diversité des identités, mais vomit celle des opinions. Nous sommes nombreux à l'avoir enduré et à en avoir assez. Et ben faites une contre-gay pride, je sais pas. Si vous êtes aussi nombreux, bah organisez votre événement de votre côté. Pourquoi vous voulez absolument aller à la gay pride si c'est minoritaire, c'est des islamistes, c'est des anti-laïcs? Allez faire votre truc quoi, faites votre gay pride citoyenne, je sais pas. Il y a 30 ans, comme présidente du centre gay et lesbien, comme journaliste à Tétu, comme citoyenne, waouh, le CV quoi. J'ai mené le combat pour le Pax, puis celui pour le mariage pour tous, au prix de me faire tabasser à coups de botte par les spires homophobes de Civitas au cri de sale pédale. Je sais la différence entre Civitas et une association homo-laïque. La même année, en 2011, j'étais viré Manu Militari d'un bar lesbien par des militants trans d'extrême gauche. Oula. Ah, elle est TERF, Caroline Fourest? Parce qu'elle a quand même précisé, je pense que c'est pas anodin qu'elle précise le terme trans, quoi. Donc je sais pas s'il y a des données, mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit TERF, Caroline Fourest. Je pense que pour elle, oui, elle doit être aussi anti-TDS. Hein. Elle a pas conscience qu'on peut tous les détester en même temps. Évidemment, la transphobie va de pair avec l'islamophobie. Alors, militante de trans d'extrême gauche, pro-prostitution. Ah bah tiens. Ah bah oui, elle est anti-TDS, attendez, j'avais pas lu toute la phrase. Par des militants trans d'extrême gauche, pro-prostitution et pro-voile. Ce truc pro-voile, faut arrêter en fait. Pro-voile. C'est-à-dire que ces militants sont en mode, tout le monde doit mettre le voile. Si t'es pro-voile, c'est en mode, mettez le voile en fait là. Là, il faut mettre le voile. C'était Moufette. Peut-être, hein. C'était peut-être Moufette, hein. Voile pro-max. Me reprochant d'être putophobe et islamophobe. Bah, moi, je pense que t'es anti-TDS et t'es effectivement islamophobe. En raison de mon combat contre le proxénétisme et l'islamisme. Bon, enfin, voilà, toujours le même procédé. Ces groupuscules tiennent le haut du pavé à la moindre manif et en excluent les universalistes, comme les féministes juives. Oh là là. Bon là, bien sûr, c'est pour faire croire qu'elles ont été virées parce que juives. Non, c'était des féministes sionistes. C'était parce qu'elles étaient sionistes, pro-israéliennes, notamment pendant le génocide, qu'elles ont été virées, quoi. Qu'elles soient juives, il y avait d'autres femmes juives dans la manif. Voilà. Il me pense qu'il y avait par exemple des femmes des militantes de Tzedek. Nous vivrons le 8 mars. Là aussi, les amalgamants à l'extrême droite. Alors là... Nous vivrons, oui. Et tant pis si ces nouveaux inquisiteurs, comme les appelle Nora Bussini, genre la ref Nora Bussini, soutiennent, eux, l'extrême droite intégriste homophobe du Hamas. Ah oui, bah oui. C'est vrai qu'à la Gay Pride, j'ai vu pas mal de drapeaux pro-Hamas. C'était assez intéressant à voir ça. C'est ce mélange des couleurs. Donc, tu avais les drapeaux arc-en-ciel, les drapeaux trans. Et d'un coup, pas mal de drapeaux. Il y avait un cortège de drapeaux du Hamas. Ça fait quelque chose, quoi. C'est assez intéressant de voir. Un détail. Ah, vous avez compris, détail. Vous avez compris pourquoi elle a mis détail entre guillemets. Pour ce gauchisme plus préoccupé par le grand soir qu'il ne se réalisera jamais que par l'égalité des droits que nous avons conquise pour lui. Ah, pour elle, ça y est, il y a l'égalité des droits. Ça y est. Ça y est, c'est fini. Pourquoi elle milite s'il y a l'égalité des droits? Il y a 20 ans, dans un édito pour ma revue Pro-Choix, qui articulait les luttes antiracistes et laïques, j'ironisais sur la convergence de ces luttes émancipatrices et obscurantistes, en réalité incompatibles. Sous le titre « Et si on allait en voile à la Gay Pride ?» Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Qu'est-ce que t'en as? Imaginons qu'il y a des femmes voilées qui vont à la Gay Pride. Ok, et donc, so what? Quel est le problème? Je comprends pas en fait. Je n'imaginais pas qu'un jour le voile s'exposerait sur une affiche... Ah ouais, ça l'a énervé. Ça l'a énervé qu'il y ait un voile sur l'affiche de la Gay Pride. Ah ouais, ça vraiment, elle est à ce niveau-là d'islamophobie. Elle n'est pas contente qu'il y ait un voile sur l'affiche. Comme l'année dernière. Ni qu'on exclurait ceux qui défendent la laïcité.
L'association Fierté Citoyenne rappelle que la Pride n'appartient à personne. Oui, bon, t'as été viré quand même, hein, voilà. Tu peux le dire, tu peux le répéter, t'as quand même été viré et alhamdoulilah, t'as été viré. Je suis très content, c'est une fierté que tu aies été viré de cette Pride et je félicite les militants qui ont décidé de te virer de cette Pride. Continuez comme ça fait plaisir. Elle a décidé de défiler quand même, tant mieux. Bon, voilà. Premier article de merde. Hein. Premier article de merde, on est quand même sur un bon niveau. Je voulais faire... Attendez, est-ce qu'on a... L'édito. Attention, parce que là, les gens, préparez-vous. Il n'y a que des pointures hein, dans Franc-Tireur. Hein. Là, oui, c'est déjà fini. Ah non, mais c'est les articles de Franc-Tireur. Hein. Donc là, on a vu l'article de Caroline Fourest, ouin, laïcité, ouin, voile, ouin, Hamas. Voilà. J'ai l'impression, les gens, ça fait 10 ans qu'ils écrivent les mêmes articles. Il n'y a aucune originalité dans cet article. C'est quand même fou, quoi. L'article qu'elle a écrit là, j'ai l'impression de l'avoir lu 150 fois de sa part. C'est toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes trucs. Tu m'étonnes qu'elle arrête pas d'écrire des articles. Elle copie-colle, c'est une folie. Oui, il n'y a aucune pensée, il n'y a rien, quoi. Allez, attention, parce que là, c'est philosophie. Ouais. Là, il va y avoir de la philosophie. On est avec Eindhoven. Moi, j'appelle Eindhoven. Hein. Je pense que vous dites Eindhoven. Je sais pas comment vous dites. Le paillasson, l'édito de Raphaël Eindhoven. La vérité, selon Manuel Bompard, c'est que le Rassemblement national a une peur bleue d'un affrontement contre nous au second tour de l'élection présidentielle. Le RN, une peur bleue de LFI. Peut-on davantage prendre des gens pour des imbéciles? Ah, c'est juste ça qui l'énerve. Attends, c'est... Le fait qu'on dise que le RN a peur de la France insoumise qui l'énerve. Genre, ça le... Après, on rappelle que Eindhoven a dit il y a déjà 2 ans que en cas de deuxième tour entre le RN et la France insoumise, il voterait au dernier moment pour le Rassemblement national. Vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez? Et ce qui est une phrase, je rappelle, c'est une phrase qui est complètement conne. 2 ans avant les élections, Eindhoven nous dit que s'il a le choix entre FI et RN, il voterait au dernier moment RN. Bah non, c'est pas au dernier moment, frère, t'as déjà choisi. 2 ans avant, tu t'es déjà décidé. Et c'est une folie, quoi. Non, à 19h, je voterai RN. Oui, bon. T'as décidé quoi, 2 ans avant. Voilà, 19h59, oui, non mais vas-y à midi, ça changera rien. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu le fasses à 19h59 ou à midi, t'auras voté RN quoi. Déjà 2 ans avant, t'as décidé. LFI n'est pas l'adversaire du RN, mais son carburant et sa raison d'être. Alors, le RN augmentait déjà avant l'apparition de la France Insoumise. Hein. Quand même, je veux dire, apparemment, c'est à cause de la France Insoumise que le RN augmente. Oui, bon, je veux dire, le pouvoir de la France Insoumise, il est quand même assez important. C'est à cause de la France Insoumise que le RN augmente. Ok. C'est parce qu'il existe une gauche assez bête pour refuser de condamner des émeutiers. Ça dépend pourquoi, je veux dire, moi je veux bien condamner des émeutiers, mais ça dépend pourquoi. Je sais pas, allez, prenons un truc tout simple, les émeutes de la faim. Je vais pas condamner des gens qui font des émeutes parce qu'ils ont faim, tu vois, je veux dire, juste condamner des émeutiers. Dis-nous pourquoi il faudrait condamner les émeutiers, c'est pas le principe même des émeutes que je vais condamner. Pour porter au nu un rappeur antisémite, bon bah Médine, voilà, c'est 3 phrases les gens, et c'est déjà connerie sur connerie. 3 phrases et c'est déjà une horreur, quoi. Pour parler du voile comme d'un embellissement, alors ça c'est faux, hein, voilà. Ou pour lutter, je rappelle que parce que là, il parle de la citation de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a jamais dit que le voile était un embellissement. Elle a dit que certaines femmes qui portaient le hijab le portaient aussi, elles, dans leur tête, pour s'embellir. Mais elle ne dit pas, elle, que le voile en tant que tel, est un embellissement. Elle dit qu'il y en a certaines, aussi parmi ces raisons-là, elles en font aussi un outil esthétique. Voilà, fin de la polémique. Donc là, il y a déjà 2 fake news. Ou pour lutter contre le racisme en faisant de la couleur de peau un critère de désignation. Qu'est-ce que tu racontes? En faisant de la couleur de la peau un critère... Mais en fait, tu luttes comment contre le racisme sans prendre en compte la couleur de la peau? C'est-à-dire, comment tu luttes contre le racisme sans prendre en compte ce pourquoi les personnes sont discriminées? Genre, lui, il lutte contre le sexisme sans prendre en compte le fait qu'il y ait des femmes. C'est ça. Il est très fort. Il est vraiment très fort. Il lutte contre l'homophobie sans prendre en compte qu'il y a des personnes qui sont homosexuelles. Non, mais vraiment, il est fort. Que le RN est si puissant dans ce pays. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est à cause de ça. C'est à cause de Médine, de Sandrine Rousseau et de la France Insoumise que le RN est si puissant. Ok, bon, bah, ok. Bah, c'est démontré, ça y est. Hein. Ça, il l'a démontré. Hein. Pas un jour ne passe sans que les outrances de Mélenchon,
les sottises de ses lieutenants et la violence de ses militants. Ça, c'est vous, hein, les gars, hein, la violence de ses militants. J'espère que vous êtes fiers. Hein. Qui lit cette merde? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a les stats de la vente? Parce que c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ouais, c'est nous. La violence. Quelqu'un a les stats des ventes de francs-tireurs, s'il vous plaît? C'est nous. Les sottises de ses lieutenants et la violence de ses militants ne fabriquent des corps de nouveaux électeurs épouvantés qui se précipitent vers l'extrême droite. Est-ce que tu as des données sur ça? Est-ce que tu as des enquêtes sur ça, Raphaël Enthoven? Sur quoi ça se repose, ton affirmation? Là, tu nous affirmes que c'est à cause de la France insoumise que les gens décident de voter pour le Rassemblement national. Est-ce que tu as des études, tu as des enquêtes qui prouvent que c'est le cas? Que l'élément principal de la montée du Rassemblement national, c'est le comportement de la France insoumise? Je sais pas, est-ce qu'il y a des données? Est-ce que tu fais ton travail ou pas? C'est la raison pour laquelle il y a tant de transfuges de LFI vers RN, alors qu'il n'y en a aucun qui fasse le chemin inverse. LFI n'est pas l'adversaire du RN, mais son frère en outrance et son parent tribunitien. LFI partage avec le RN le discours sur les retraites. Non mais alors là, non mais c'est-à-dire... Parce qu'en plus, moi j'aimerais bien que le RN ait le même discours que LFI sur les retraites, sauf que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tu mens. La défense de la Russie, la critique d'une oligarchie présumée. Il y a une oligarchie présumée? Présumée l'oligarchie là, ça y est? En fait, dans le bloc républicain, il n'y a pas d'oligarchie? Ah bon? Il n'y a pas d'oligarchie? Ok, non, mais pourquoi pas. La haine des médias classiques. La haine de Macron. Mais attends, c'est pas bien ça. Après, on ne hait pas les médias classiques et on ne hait pas Macron pour les mêmes raisons. Peut-être peut-être que le RN et la France Insoumise ont les deux la haine de Macron. Mais c'est pas pour les mêmes raisons en fait. C'est pas les mêmes justifications. C'est pas les mêmes arguments qui sont donnés pour haïr Macron. Par exemple, le RN va haïr Macron parce qu'il n'en ferait pas assez sur l'immigration. Ce n'est pas le cas de la France Insoumise. Est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que tu veux dire que c'est assez pour toi ça? Oligarchie est un dog whistle antisémite. Ok, oui, pourquoi pas. L'europhobie. Bon, après, le RN sur l'europhobie... Il n'y a plus le truc de sortir de l'Union Européenne ni rien. Hein. Je veux dire, ils ont passé le truc de critique de l'Union Européenne. Hein. Hormis l'immigration, le sionisme et l'intersectionnalité, bon, ça fait déjà quand même 3 sujets très importants. Mais on pourrait parler aussi du partage de la richesse. On pourrait parler aussi de l'écologie. Hein. On pourrait parler de les questions LGBT. On pourrait parler de féminisme. Ah, l'intersectionnalité, je pense qu'il met racisme. Oui, l'intersectionnalité, je pense qu'il met tous les sujets. Genre, vos sujets là, le racisme, le féminisme, l'homophobie, tout ça. Je mets ça dans l'intersectionnalité, voilà. Hein. Mais ça fait quand même pas mal de sujets, quoi. Bah, aussi le travail, le rapport capital-travail, c'est aussi un sujet important. Mais surtout l'écologie. Je pense que là, on est sous 40 degrés de canicule. Je pense qu'il y a une grosse dissonance, un gros antagonisme entre le RN et la France Insoumise. Les points de convergence sont innombrables. Lesquels? Vas-y, cite-moi un point sur lequel ils sont vraiment d'accord. Pas juste ils détestent Macron. Genre, ils ont la même politique, la même solution. Même sur la retraite, le Rassemblement national et la France Insoumise n'ont pas les mêmes propositions sur la retraite. Montre-moi où ils sont d'accord. Prends le gros programme de la France Insoumise, prends le programme du Rassemblement national et dis-moi que là, ils sont d'accord. Je dis ça comme s'il allait m'écouter, Enthoven. Ces reflets dont le face-à-face serait un pur jeu de miroir. Et d'ailleurs, moi j'ai une question. Pourquoi s'ils sont... si les points de convergence sont autant innombrables, pourquoi les électeurs de LFI quittent le LFI pour voter RN alors? Pourquoi les gens ne votent pas LFI plutôt que RN si c'est pareil, si c'est du même au même? Quoi, c'est du pareil au même? LFI n'est pas l'adversaire du RN, mais son allié dans une nouvelle alternative idéologique, dont les termes ne sont plus la droite et la gauche, mais la clôture et l'ouverture. Bon bah l'ouverture c'est bien, non? Moi je suis plutôt contre la clôture et pour l'ouverture. La question que les gens se posent à l'ère du village global, c'est quoi ces théories de con? Le village global. C'est pas le truc de Maffesoli, ça, le village global? C'est pas un truc comme ça, là, une théorie de merde de Maffesoli? À l'ère du village global, ah, il y a un concept, un village global. Hein. Ce n'est plus suis-je pour la liberté ou pour l'égalité, mais dois-je m'ouvrir au monde ou bien me replier sur mon précaré? Ok, oui, si tu veux, mais je pense que je serais plutôt m'ouvrir au monde. T'en penses quoi, Enthoven? Et la France Insoumise, ce serait quoi? Ce serait m'ouvrir au monde, j'imagine. Le RN, ce serait me replier sur mon précaré, non? Donc toi, tu es plutôt de quel côté? De ce point de vue, RN et LFI sont exactement dans le même camp. Le camp du monde clos. Mais attends, non mais c'est pas possible. Attendez. Non mais... Tu peux... En fait, à Franc-Tireur, tu peux dire n'importe quoi. T'as le droit. Tu peux dire absolument n'importe quoi. La FI du côté du monde clos, du repli sur soi. Mais c'est... Non mais ok, allons-y. Si on a le droit de dire ce qu'on veut, on peut y aller. Hein. Le camp d'un souverainisme censément reconquis aux dépens de l'Europe. Ah, c'est juste parce qu'ils sont contre l'Union Européenne, c'est ça. Le raffrontement que Jean-Luc Mélenchon prédit comme inévitable exclurait, en réalité,
la moitié du pays. Alors que Macron, je sais pas, un affrontement entre Macron et Marine Le Pen, non, non, non. Non, la majorité du pays est là, entre Macron et Marine Le Pen. Pour toutes ces raisons, aux yeux du RN, LFI n'est pas un épouvantail, mais un passeport pour une large victoire. Car si Jordan Bardella ou Marine Le Pen peuvent peut-être l'emporter contre Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ils sont en revanche assurés de triompher face à un Mélenchon délirant, terrifiant, perclus d'antisémitisme. Oula, j'ai quand même l'impression que l'article est un petit peu orienté, non? Hein? Un Mélenchon délirant, terrifiant, perclus d'antisémitisme. Vous pensez qu'il aime bien Mélenchon, Enthoven, ou pas? Je sais pas, non, 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 je crois que c'est assez objectif, hein. Non, c'est juste une impression. Et d'ailleurs, bon, lui, en gros, il est en mode, faudrait plutôt voter pour Édouard Philippe et Gabriel Attal, hein. C'est ça son truc, hein. Difficile à dire. Et qu'une majorité d'électeurs s'accorde à tenir pour plus dangereux que l'extrême droite. Là-dessus, nous pouvons tous nous entendre. Qu'on aime Mélenchon ou qu'on le déteste, qu'on souhaite sa victoire ou sa débandade, un second tour face à l'extrême droite se solderait immanquablement par une défaite cuisante. Mais après, je préfère perdre avec Mélenchon au second tour que gagner avec Édouard Philippe. Hein. Édouard Philippe, c'est la continuation de la fascisation du pays. Voilà. On est toujours sur la dérive capitaliste, sur la dérive libérale, sur la dérive fascisante. On va rien faire pour l'économie, on va détruire les services publics. C'est pas une solution en fait. Voilà. Je préfère perdre avec un petit peu d'espoir d'une réussite de la gauche que de gagner avec, en me disant que de toute façon tout est foutu, quoi. Voilà. Si avant de souhaiter la victoire de votre candidat, vous êtes des électeurs responsables qui redoutez l'avènement du RN, attachez-vous à surmonter vos convictions et envoyez au second tour quelqu'un qui ferait obstacle à l'extrême droite au lieu de lui servir de paillasson. Bon, voilà. La conclusion de Enthoven, en gros, c'est voter pour Attal, Édouard Philippe ou à la rigueur Glucksmann. C'est ça son truc. Voilà, c'est ça. Oh putain, mais c'est nul, c'est nul. Ah là 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 là. Le niveau, quoi. Allez, on va pas faire tous les articles. Hein. Moi, je vous propose qu'on fasse celui-là, le Hamas, et Didier Lestrade, ok? Attends, ça peut-être qu'on le fera si on a le temps à la fin. Allez, combien vaut cette merde? Je crois que ça vaut 2 euros ce journal, je crois. C'est 2 euros, hein. C'est pas trop cher. Attendez, je crois que je l'ai la fiche. Attends, on va voir. Ouais, c'est 2 euros. Encore heureux, hein. Encore heureux que cette merde ne vaille pas plus que 2 euros. Parce que c'est de la grosse merde, hein. Faut le dire. Hein. C'est vraiment de la merde, quoi. Et c'est avec nos impôts, hein. C'est financé par nos impôts, ça. Hein. C'est Nicolas qui paye. Hein. Alors, Hamas. L'ONU accuse. Accuse enfin, parce que l'ONU protégeait le Hamas. Hein. C'est bien connu. Hein. C'est bien connu. Allez, ok. Ok. Si Amnesty International avait déjà mentionné à 2 reprises les exactions du Hamas, jamais un rapport n'avait encore relaté les crimes commis à l'encontre des Palestiniens. Il émane d'une commission indépendante de l'ONU et détaille les violences physiques, les tortures et les humiliations subies par les Gazaouis, prises en étau entre la violence de la guerre, menée par Israël et la tyrannie du Hamas. La guerre est menée par Israël et la tyrannie du Hamas. Ok, alors on va dire que la guerre... Ok, on est obligatoirement obligé... On est obligé de dire que la guerre est menée notamment par Israël, mais on va équilibrer en disant qu'il y a le Hamas, et pas seulement le Hamas, hein, la tyrannie du Hamas. Donc la guerre menée par Israël et la tyrannie du Hamas. Bon, je rappelle que les Gazaouis meurent en immense majorité sous les bombes du Hamas. Et déjà, là, donc, ils ont fait un article sur les exactions commises par le Hamas. Est-ce que quelqu'un peut me trouver un article de franc-tireur sur les crimes commis par Israël? Est-ce que ça existe? Est-ce que franc-tireur a parlé des crimes commis par le gouvernement israélien? Parce que là, il y a eu 2 ans, on est maintenant presque à 3 ans de guerre, de génocide. Est-ce que les bombes d'Israël, oui, ouais. Est-ce que... Ah merde, pardon, j'ai dit les bombes du Hamas, pardon. Le lapsus, je fais toujours des lapsus comme ça. Les bombes d'Israël, voilà, les bombes d'Israël. Ça fait 3 ans que les Palestiniens meurent sous les bombes d'Israël. Est-ce que vous pouvez me trouver un article de franc-tireur qui parle des bombes et des crimes commis par Israël? Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Voilà. Oui, je crois qu'ils ont parlé de leur participation à Eurovision. C'est tout? C'est tout, ils ont juste fait ça. À son encontre, des dizaines d'exécutions menées... Ok. Je vais vous dire une chose, on va être très clair. Là, on parle de dizaines d'exécutions du Hamas. Vous savez quoi? On va même partir du principe que c'est 100 fois plus. 1000 exécutions, voilà. Partons du principe que le Hamas a fait 1000 exécutions. Et que ça a condamné, hein. Là, vous me parlez d'une dizaine. Je pense même qu'ils en ont fait 1000. 1000 exécutions, le Hamas. Et ça a condamné. C'est toujours rien par rapport aux crimes commis par Israël contre les Gazaouis. Si vraiment ce qui vous intéresse, c'est le sort des Gazaouis,
la priorité reste quand même Israël. C'est méchant, il n'y a pas de souci, hein. Le Hamas est à condamner, si vous voulez, aucun souci. Ces exactions sont à condamner, voilà, ces meurtres sont à condamner, il n'y a aucun souci, je le fais avec vous. Je condamne ces exactions, il n'y a pas de souci. C'est toujours rien par rapport au crime d'Israël, par rapport à l'ignominie qui est en train de commettre là le gouvernement israélien contre les Gazaouis. Vous vous rendez compte quand même? Parce que voilà, oui, c'est les grands méchants. Ok, il y a des gens qui font, voilà. Partons du principe que le Hamas est le grand méchant. Le Hamas, la tyrannie du Hamas, hein, on part du principe le Hamas est un tyrannique, assoiffé de sang, très très méchant, ça tue des gens et tout. Ce n'est rien comparé à ce que fait Israël. Et c'est pas une dinguerie ce que je suis en train de vous dire. Hein. Statistiquement, ce que je vous dis est juste. Voilà. Ce que je vous dis, Israël, là vous parlez de la dictature du Hamas, à quel point le Hamas est horrible et tout. Israël fait pire que le Hamas. Voilà, en ce moment même. Israël, contre les Gazaouis, fait 10 fois pire, à minima 10 fois pire que le Hamas. Donc après, ayez les conclusions que vous voulez. Hein. Voilà. Donc si vous voulez qu'on condamne le Hamas, que dire d'Israël? Je pose la question. Je pose la question. Des dizaines d'exécutions menées sous forme de spectacles publics ont eu... Bon, après, vous voulez qu'on parle de comment les soldats israéliens se mettaient en scène dans les ruines de Gaza? Hein? Vous voulez qu'on parle de ça? On peut en parler, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, c'est pas bien ce que fait le Hamas, il n'y a pas de souci. Israël fait pire. Voilà, Israël fait pire. Mais même avant le 7 octobre, les Israéliens faisaient plus de 1000 morts par an et expropriation en Cisjordanie. Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr, non, mais je parle même d'avant le 7 octobre. Hein. Oui, la lingerie, tout ça, les photos prises. Non, mais bref, les humiliations. Oui, vous avez aussi les photos où tu avais des Palestiniens enchaînés en calbar ou nus qui me prenaient en photo et tout. Oui, les snipers. Et je rappelle que pendant la marche de la paix, il y avait des snipers israéliens qui s'amusaient à viser des Palestiniens. Voilà. Je veux dire, bref. Oui, si vous voulez, le Hamas, c'est tyrannique, c'est horrible. Israël fait pire. Israël fait pire que le Hamas. Ont eu lieu dans des mosquées ou dans la rue devant des foules déchaînées. Ce document accablant n'a jusqu'ici pas fait réagir la France Insoumise, ni Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU. Bon, on verra que la France Insoumise et Francesca Albanese, c'est autant la cible que de Franc-Tireur que de Golem. Voilà, si je peux lancer une petite pique contre Golem, j'en profite. Mais Golem, Franc-Tireur, même combat, je rappelle. Hein. Voilà, Golem, c'est sur la même ligne que Franc-Tireur. Hein. Bon, allez, Golem va dire quand même l'extrême droite israélienne, c'est pas cool quand même. Hein. Voilà, c'est pas cool. Ce serait bien d'inviter l'auteur du livre sur le capitalisme et la Palestine. Mais je pense qu'ils sont pas francophones, hein, Tété. Hein. Je pense qu'ils sont pas francophones, les auteurs du livre. Peut-être que je pourrais inviter Vieille Case, qui est l'éditeur en France. Mais les auteurs sont pas francophones, je pense. Allez, le 9 juin dernier, une commission d'enquête indépendante de l'ONU a rendu un rapport qui, pour la première fois, documente les exactions commises par le Hamas à Gaza. J'ai l'impression que tous les rapports autour des exactions commises par Israël à Gaza, ça les intéresse pas, Franc-Tireur. Je ne sais pas s'il y a un article sur ça, parce qu'il n'y a pas seulement eu l'ONU, hein, il y a plein d'ONG qui alertent sur les exactions commises, les crimes commis par Israël à l'ONU. Et je rappelle que Netanyahou, notamment, doit répondre de ces crimes. Hein, mais bon. Voilà. On savait depuis longtemps déjà que l'organisation terroriste maltraitait sa population. Bon, Israël maltraite encore plus cette population que le Hamas. Qu'elle avait pillé l'aide humanitaire ou exercé un contrôle coercitif autour de la distribution des ressources pendant le conflit ayant éclaté le 7 octobre 2023. Pourquoi les Gazaouis ont besoin d'aide humanitaire? Dis-moi. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi les Gazaouis vivent sous aide humanitaire? C'est à cause du Hamas, c'est ça, le blocus, c'est à cause du Hamas. Je rappelle que le blocus a été appliqué quand le Hamas ont gagné les élections. Et ils ont gagné les élections de manière démocratique. Hein. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Ils ont gagné de manière démocratique. Voilà. Le renseignement israélien, le renseignement israélien avait publié en 2025 des documents révélant que l'organisation terroriste détournait des pans entiers de cette aide pour en revendre une partie et financer ses activités militaires. La commission d'enquête onusienne, je rappelle qu'on est sous un pays qui vit sous génocide en fait. C'est un pays dont Israël a détruit la grande majorité des territoires. C'est un territoire qui a subi un écocide commis par Israël. Mais le vrai problème, c'est bon, ils n'arrivent pas à avoir l'aide humanitaire. Je rappelle aussi que c'est Israël qui empêchait l'aide humanitaire d'entrer. Hein. Je rappelle, voilà. La commission d'enquête onusienne, qui s'est avant tout intéressée à ce qui se passe depuis 2 ans dans la bande de Gaza, s'est plus particulièrement concentrée sur les crimes de guerre, les violations graves du droit international humanitaire et les violations des droits fondamentaux des Palestiniens vivant à Gaza.
Son constat est implacable. Le Hamas a commis à maintes reprises de graves exactions contre les Palestiniens de Gaza, profitant des offensives militaires israéliennes et de l'effondrement général de l'ordre public pour mener des campagnes de répression interne. Alors, je crois que vous avez oublié ce détail. Hein. Des offensives militaires israéliennes et de l'effondrement général de l'ordre public. Pourquoi ? L'ordre public s'est effondré. C'est faux comment ils retiennent ce qu'ils veulent. Ils retiennent ce qu'ils veulent dans le rapport. Il y a quand même le rapport qui parle de l'effondrement de l'ordre public, hein, des offensives israéliennes, mais eux, ce qui les intéresse, c'est Gaza. Voilà, c'est pas de chance. Voilà, l'ordre public s'est effondré, on ne sait pas pourquoi. De torture et d'exécution extrajudiciaire. Ces pratiques se poursuivent encore aujourd'hui. Écrivent les auteurs du rapport. Pour documenter, petit détail, vous trouvez le même genre d'article aussi pour le FLN dans les années 60. Hein. Pour documenter les exactions, et encore aujourd'hui, le FLN est accusé d'être une organisation terroriste qui a martyrisé la population algérienne. Et il semblerait, et même c'est vrai, effectivement, le FLN a eu des politiques pendant la guerre d'Algérie très contestables. Très très contestables, hein, à l'égard notamment des Algériens. Mais c'est le problème quand tu es dans une guerre, et notamment que ça se transforme en guerre civile et tu dois affronter un État, et ben t'as des catastrophes comme ça. T'as des drames qui sont à condamner comme ça. Mais c'était aussi le cas pendant la guerre d'Algérie. C'était aussi le cas pendant le Vietnam. Hein. Le Vietnam, c'était pareil. Hein. Le Vietnam, l'organisation révolutionnaire a aussi commis des crimes. Aussi commis des crimes de guerre. Et je dirais pareil aussi les natifs américains. Voilà, les natifs américains face aux envahisseurs européens ont aussi commis ce qu'on pourrait appeler des crimes de guerre. Ils ont aussi commis des tortures à l'égard des envahisseurs européens. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a produit ces situations-là et ces crimes-là et ces cas où il y a ces crimes de guerre. Bah, je pense que c'est toujours, je rappelle la phrase de Nelson Mandela, hein, c'est l'oppresseur qui fixe le niveau de violence. C'est-à-dire que, en fait, s'il n'y avait pas un colon, s'il n'y avait pas toutes ces... Je veux dire, les guerres d'indépendance ne sont pas très pures, ne sont pas très propres, ne sont pas très saines, malheureusement, parce qu'il y a un oppresseur qui est féroce et qui est un oppresseur qui continue à tuer, qui continue à massacrer, qui commet un génocide, qui alimente aussi les tensions internes, qui alimente les divisions entre les organisations, hein, les organisations indigènes, les organisations nationales, qui alimentent ces paranoïas-là. Et donc, si on veut vraiment, en fait c'est très simple, si on veut vraiment que le Hamas arrête ses exactions, l'une des solutions, ce serait déjà d'arrêter le génocide. Voilà. C'est une première, ce serait d'arrêter le bombardement. Ce serait d'arrêter le massacre des Palestiniens. Ce serait une des solutions qui pourrait faire en sorte que le Hamas cesse ses exactions. Je donne des pistes comme ça. Hein. Voilà, c'est des idées que je balance comme ça dans la discussion. Je suis en train de suer, c'est horrible. Pour documenter les exactions qui sont consignées, la commission a dû mener ses enquêtes dans des conditions difficiles. L'accès à Gaza demeurant limité. Pourquoi? C'est à cause du Hamas? Pourquoi l'accès à Gaza est compliqué en fait? Non mais... Le FLN déposait des bombes dans des cafés français un peu comme le Hamas. Mais attendez, le FLN, faut le savoir, le FLN a aussi rendu la vie impossible à certains Algériens en fait. Faut vous rendre compte qu'il y a des Algériens qui malheureusement ont été exécutés par le FLN et parfois de manière extrêmement injuste. Mais c'est la guerre. En fait, la guerre, faut vous rendre compte que des guerres d'indépendance, c'est horrible en fait. C'est horrible. Et ça pousse les deux camps à commettre des crimes de guerre. Par contre, on pense que la raison première, ce qu'il faut faire pour arrêter ces crimes de guerre, c'est accorder l'indépendance. En finir avec la colonisation. En finir avec l'impérialisme. Mais on peut pas... En fait, il ne faut pas ignorer que le FLN a fait des actions qui sont regrettables. Mais le premier facteur de ces actions regrettables, la première raison, c'est la guerre d'indépendance en fait. C'est que ces gens-là... Il y a un colon qui ne veut pas lâcher sa colonisation et qui est prêt à tout, notamment à bombarder, à massacrer, à torturer, et ça amène ce genre de crimes de guerre. Oui, je sais que tu es d'accord, Leïla, hein, je sais que tu es d'accord. Hein. Mais voilà, je veux dire, si vous voulez que les crimes de guerre, notamment de la part des colonisés, arrêtent, bah, arrêtez la colonisation. Les gens, c'était pareil avec le Vietnam. Le Vietnam, le Ho Chi Minh et tout, ont aussi commis malheureusement des crimes de guerre. C'est pareil avec l'Indochine, hein, c'est pareil avec, mais même avec les USA et tout, hein. Les gens, vous croyez que les Vietnamiens, quand ils ont capturé des soldats états-uniens, ils n'ont pas fait des crimes de guerre? Ils n'ont pas torturé? Ils n'ont pas... c'est évident.
Et ils ont été aussi... il y a aussi des épisodes possibles avec la population vietnamienne. Mais de toute façon, vous avez plein de documents, vous avez plein de films sur la guerre Vietnam-États-Unis. La population vietnamienne a aussi pu souffrir des actions des communistes vietnamiens. Sauf que nous, on pense que malgré... moi, je suis quand même du côté du Vietnam dans cette guerre-là. Effectivement, les Vietnamiens ont commis des crimes de guerre qu'il faut dénoncer, mais on pense que la raison principale de ça, eh ben, c'est l'agresseur. L'agresseur, que ce soit l'envahisseur avec les États-Unis, ou les colons, ou la colonisation. Voilà. Je dis pas ça pour condamner... pourquoi, à votre avis, tous les vétérans de guerre du Vietnam sous son turbo... Oui, non, mais le premier... je répète la phrase de Nelson Mandela, c'est l'agresseur qui fixe le niveau de violence. Voilà. Même avec la résistance française contre l'Allemagne. Alors ça, c'est le gros sujet tabou, donc personne ne parle, mais effectivement, là, je pense que les résistants ont aussi parfois commis des crimes de guerre. C'est très fort possible qu'il y ait eu des erreurs, qu'il y ait des gens qui ont été exécutés alors qu'ils ne devaient pas être exécutés, que voilà, il y a une part sombre de la résistance. Mais les gars, c'était la résistance en fait. Il fallait résister face au nazisme. Il y a la paranoïa, il y a la peur d'être dénoncé. Il y a, oh, écoutez, là, on n'est pas sûr, il faut plutôt éliminer cette personne. C'est horrible, hein. C'est horrible. Mais les situations de guerre sont horribles. Les situations de guerre civile, de résistance et tout sont horribles. Hein. Que Charles de Gaulle ait vendu Jean Moulin à Klaus Barbie. Ah bon, mais c'est une vraie truc ça. Après, on m'a dit que c'était différent pour le Hamas. C'est que c'est un groupe d'extrême droite. Après, c'est réactionnaire. Moi, je pense que le Hamas est réactionnaire. Ça, c'est pas... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une spécifique... Les crimes de guerre dans une question de guerre coloniale ou dans ce genre de situation ne sont pas exceptionnels au Hamas. C'est-à-dire que vous prenez... Ce que je veux vous dire, c'est que si le dirigeant, si l'organisation principale en Palestine, ce n'était pas le Hamas, c'était le FPLP, c'était, je sais pas, l'OLP à l'époque de Yasser Arafat et tout, il y aurait, on les accuserait quand même de crimes de guerre en fait. Là, on rajoute le fait que c'est des islamistes, comme si la raison, c'est parce que c'était des islamistes qui faisaient des crimes de guerre, mais je pense qu'une situation de guerre amène à une situation ultra-autoritaire et amène à ces dérives-là. Mais prenez par exemple pareil avec l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine, il y a des soldats et tout qui on couvre des choses de crimes de guerre, de gens qui sont exécutés alors qu'ils n'auraient pas dû être exécutés. Mais c'est la guerre en fait. C'est la guerre. La période de la Révolution française, c'était horrible. Oui, je veux dire, des situations comme ça, de guerre intense comme ça, aussi violentes, dans dans des situations aussi particulières que ça amène fondamentalement des crimes de guerre. Voilà. Mais il faut toujours savoir quelle est la raison principale qui a amené ces situations-là. Pas moins de 249 exécutions et violences physiques perpétrées par les membres du Hamas ou affiliés, ils sont recensés. C'est horrible, hein. 250, allez, arrondissons à 250 exécutions. C'est horrible. Ce n'est toujours rien comparé aux crimes commis par Israël. Il n'y a pas de souci. Horrible. Condamnons le Hamas pour ses exécutions. Mais alors, si Franc-Tireur est là à nous dire qu'il faut absolument condamner le Hamas pour ses exécutions, il n'y a pas de souci. Mais alors, que dire d'Israël ? Que dire d'Israël qui amène aussi cette situation-là ? 45 personnes ont été exécutées par la seule unité SAM, une milice créée en 2024 par le ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza. Tous par la force Radal, créée l'année suivante pour traquer les collaborateurs, et 9 par les brigades Ezdin al-Qassam, la branche militaire du Hamas. Les victimes étaient accusées de collaboration avec Israël, de vol de nourriture ou d'appartenir à des groupes d'opposition. Et je pense que il y a les gens... Moi, j'imagine qu'il y a des forceurs qui vont dire c'était un petit peu mérité et tout. Moi, je pense qu'il y a une justice expéditive, mais comme il y a dans toute situation de guerre, en fait. Dans une situation de guerre, la justice est expéditive. Et il est évident que dedans, il y a peut-être des innocents. Mais dedans, il y a peut-être des gens qui étaient... ils étaient tellement dans une misère monstre que pour s'en sortir individuellement, ils ont collaboré peut-être. C'est peut-être possible, les gens. Il y a des drames humains là-dedans. Mais encore une fois, c'est la situation de guerre qui amène à ces drames humains. Ça me fait penser... je ne sais pas si vous aviez entendu de cette histoire d'un Palestinien homosexuel qui a été assassiné, je crois, par le Hamas, sous prétexte qu'il avait collaboré avec Israël. Et en fait, on a appris que c'était Israël aussi qui avait utilisé, qui avait menacé ce Palestinien de dévoiler son homosexualité s'il ne collaborait pas. Et ben, je suis persuadé qu'il y a plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires comme ça qui amènent à cette justice expéditive, mais où on voit que le problème principal, c'est cette situation de guerre qui est causée notamment par l'occupation coloniale. Voilà. Donc oui, moi je pense très bien, je peux tout à fait penser que de temps, une grande partie, c'était injuste, injustifié. Et moi de toute façon, je suis contre les exécutions en fait. Mais c'est trop facile pour moi de venir là dans une situation de paix, alors qu'on voit que dans toutes les situations de guerre, il y a une justice expéditive.
Et donc oui, je suis d'accord pour condamner le Hamas sur ces juste exécutions expéditives et tout, il n'y a pas de souci. Sauf que bah, c'est le cas dans toutes les situations de guerre où on a ça. Et si c'était pas le Hamas, si c'était une autre organisation palestinienne, il y aurait les mêmes cas en fait. Parce qu'on est dans une situation de guerre en fait. On est dans une situation de guerre et même pire, une situation de génocide. Et moi, je vous mets au défi de me trouver une situation de guerre où on n'a pas ça. On n'a pas une organisation qui fait face à un autre État et qui ne commet pas ce genre de justice expéditive. Mettez-moi au défi. Voilà. Je vous mets mettez-moi au défi. Je vous mets au défi de me trouver une situation où les opposants n'ont été coupables d'aucun crime de guerre. Enfin, je pense que ça n'existe pas, malheureusement. Ça n'existe pas. La commission précise que de telles exécutions étaient menées sous forme de spectacles publics dans des rues, des mosquées ou des... Bon, bah après, je veux dire, la résistance française, on a vu à la Libération, hein, les résistants de la dernière heure, lyncher des personnes et tout en public. Alors, il y a les femmes tondues, hein, mais il y a aussi des gens qui ont été exécutés, il y a des personnes qui ont été lynchées et tout, sous prétexte qu'elles avaient collaboré, et on en faisait des spectacles publics. Hein. On a les mêmes... je pense qu'on a eu pareil au Vietnam, on a pareil faire l'exemple et tout. Malheureusement, dans des situations de guerre, t'as ça, quoi. Parce que là, on oublie en fait la situation de génocide, en fait. On oublie la situation de guerre. La commission précise que de telles exécutions étaient dans des rues, des mosquées ou des commissariats désaffectés, avec pour principale intention d'intimider les civils kazaouis. À 27 reprises, elles ont lieu devant une foule qui conspuait les condamnés au cri de collaborateurs ou espions. Voilà, oui, bah, la situation de guerre. L'article fait fi totalement de la situation de guerre, parce que moi, je suis d'accord, c'est horrible, hein. C'est horrible ces exécutions, il n'y a pas de souci et tout, mais c'est lié directement au génocide et à la guerre que sont en train de subir Gaza. Hein. Je sais pas si vous êtes... Franc-tireur a l'air d'avoir oublié, mais attendez, je rappelle un truc. Hein. Voilà à quoi ressemble Gaza en ce moment. Hein. Voilà, donc ça c'était pendant le Ramadan, je pense. Hein. Mais voilà à quoi ressemble Gaza. Peut-être qu'il faut en parler, hein, Franc-tireur. Hein. Voilà la situation à Gaza. Donc j'imagine bien que dans cette situation-là, où vous savez, nous on parle beaucoup de... C'était une théorie, c'était les idées qui avaient beaucoup de succès il y a 5 ans, même si j'ai l'impression que ça a un peu baissé, mais je pense que ça va revenir avec la catastrophe climatique. Mais l'idée d'effondrement, voilà, l'idée d'effondrement, et pendant l'effondrement, bah, il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus de... Les institutions publiques ne seront plus là, ça sera la jungle et tout. Bon bah je pense que là on est dans une situation d'effondrement en fait. Voilà, l'effondrement. Gaza, Palestine, c'est peut-être l'un des premiers pays qui a connu là, dans l'ère moderne, l'effondrement. Parce que il y a aussi les théories que les sociétés, les sociétés mayas, les civilisations mayas, elles ont déjà connu l'effondrement. Mais là, depuis le XXe siècle, c'est parmi les sociétés qui sont effondrées, quoi. On pourrait parler aussi des natifs américains qui ont été effondrés. Je pense que la Palestine, c'est les premières sociétés depuis le XXe siècle qui se sont effondrés. Voilà, effondrement total. Mais bon, c'est un détail, j'imagine. Hein. C'est un détail pour parler de tout ça. Hein. Les enfants présents sur les lieux ont été exposés à un risque de traumatisme, de dommages psychologiques à long terme. Non, mais je veux bien... Attendez. Je veux bien que ça traumatise les enfants, ces exécutions. Mais attendez, mais non, mais c'est une folie. Non. Ils vivent sous génocide depuis 2 ans, les enfants à Gaza. Je veux dire, ok, ça doit être traumatisant, ces exécutions, il n'y a pas de souci. Mais vous croyez pas que ça fait 2 ans, oui, les adultes, mais ça fait 2 ans, voire 3 ans là, que c'est le traumatisme perpétuel pour les enfants de Gaza. Attendez, non mais c'est une folie, hein. C'est une folie, hein. Regardez les enfants à Gaza là, ça fait 2 ans. Moi je veux bien, le Hamas, ces exécutions vont traumatiser les enfants de Gaza. Mais voilà sous quoi vivent les enfants de Gaza. Voilà, c'est ça. Hein. Des bébés meurent, je rappelle, hein. Des bébés meurent de froid à Gaza. Voilà la priorité de franc-tireur. Attention, hein, le Hamas est en train de traumatiser des enfants à Gaza. Voilà. C'est des enfants, ils ont vu leurs parents mourir, leurs grands-parents mourir, leurs amis mourir, leurs frères et sœurs mourir, leurs petits frères mourir, leurs bébés, leurs frères bébés ou leurs sœurs bébés mourir. Voilà. Mais attention, hein, la franc-tireur nous dit que bon, le traumatisme. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que je veux dire, voilà la priorité de franc-tireur. Les enfants à Gaza sont traumatisés par le Hamas. Non, je pense qu'à Gaza, les enfants sont traumatisés par le génocide en cours, par les bombardements, par le fait que leur environnement est détruit. Détruit. Je pèse mes mots. Détruit. Les enfants présents sur les lieux ont été exposés à un risque de traumatisme, de dommages psychologiques à long terme, qui peut constituer une violation du droit des enfants à un niveau de vie suffisant et de leur droit au meilleur état de santé physique et mental possible. Mais attendez, je répète, voilà dans quoi vivent les enfants à Gaza. Non mais attends, mais c'est une blague là, c'est une blague ce que tu es en train de me faire. Voilà dans quel état vivent les enfants à Gaza en fait. Non mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez là en fait? Qu'est-ce que vous racontez? C'est une folie, l'article est indécent les gens, indécent.
Rapporte la commission qui ajoute que plusieurs enfants accusés de vol ont été punis sans procédure régulière ni prise en compte de leur âge, ce qui peut constituer de la torture ou des peines à traitement cruel, inhumain ou dégradant au regard du droit international. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Donc déjà, je rappelle aussi, Israël fait pire. Israël fait pire. Israël est en train de détruire, est en train de massacrer des enfants, des milliers d'enfants. Est-ce qu'on a des stats sur le nombre d'enfants tués à Gaza? Alors, ok, voilà. Horreur absolue. Plus de 50 000 enfants tués ou blessés dans la bande de Gaza. Un mot à dire, franc-tireur? Un mot à dire sur ça? Un mot à dire? Et je rappelle, donc là on parle de ceux qui sont tués depuis le 7 octobre. On va faire autre chose. Quand Israël emprisonne les enfants palestiniens ou l'autre visage de la répression. Voilà. Plus de 500 enfants palestiniens sont envoyés chaque année, franc-tireur, vous lisez bien, chaque année en prison par les autorités israéliennes. Dès l'âge de 12 ans, ils peuvent se retrouver devant une cour militaire. Illégale, ces conditions d'incarcération se sont encore durcies depuis le 7 octobre. Donc si vous lisez bien cette phrase, vous lisez que c'était déjà le cas avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre, il y avait déjà ça. Donc, encore une fois, il n'y a pas de souci. Faut condamner le Hamas. Allez, si vous voulez, on condamne le Hamas pour ce traitement, ce maltraitement des enfants. Mais encore une fois, je pose la question. Que dire d'Israël alors? Est-ce qu'il ne faudrait pas condamner Israël encore plus fortement? Et je parle là de vous, là, de ce que vous racontez. Une population méprisée. Filmée et retransmise en direct sur les réseaux sociaux, les mises en scène dont le Hamas a le secret, organisées lors des exécutions de masse, ont donné lieu à des séances d'humiliation et de torture. War on Gaza. How Israel use humiliation as a psychological weapon against Palestinians. Donc je retraduis pour les non-anglais. Guerre sur Gaza. Comment Israël utilise l'humiliation psychologique comme art de guerre sur les Palestiniens. Je sais pas, peut-être qu'il faut vous poser des questions, je sais pas. Moi, il n'y a pas de souci. Allez, le Hamas utilise l'humiliation, c'est pas très gentil, je suis d'accord, c'est pas gentil. Mais que dire de Gaza en fait? Que dire de Gaza? Pardon. Ah putain. Israël viole les détenus avec des chiens en plus de toutes les autres tortures. Non, mais c'est du foutage de gueule en fait. C'est du foutage de gueule. Certaines ayant souvent été commises dans l'hôpital Al-Shifa et dans le complexe médical Nasser de Khan Younes, en violation du droit international. Donc oui, bon, on va même pas venir aller sur Israël et le droit international. Hein, je rappelle que là, ce qu'ils sont en train de faire Israël est en dehors du droit international. D'ailleurs, écoutez, on va faire ça, cette stat aussi. Alors attendez, parce qu'on rappelle le droit international. Allez, par exemple, Israël tue des centaines de personnes à Gaza en violant le cessez-le-feu. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Allez. Un autre. Israël viole de nouveau le cessez-le-feu et tue au moins 24 Palestiniens. Malgré le cessez-le-feu en place depuis le 10 octobre dernier, Israël continue de bombarder la bande de Gaza. Ce mercredi, au moins 24 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes, l'une des journées les plus meurtrières depuis 4 mois. Dont 3 enfants, hein, je rappelle, dont 3 enfants. Dans 3 enfants, c'est une folie. Et je sais pas le nombre de cessez-le-feu, je crois qu'il y a un ministre français qui en a parlé, le nombre de cessez-le-feu. Alors attendez, parce qu'on parle de Gaza, mais il y a aussi le Liban. Hein. Regardez le Liban. Cessez-le-feu au Liban, nouvelle tension entre la France et Israël. La France a dénombré 52 violations du cessez-le-feu qu'aurait commise l'armée israélienne, alors que Benjamin Netanyahu annonce que Tsahal continuera à se livrer à des réactions intenses contre le Hezbollah. Bon voilà, donc venez pas me parler de droit en fait. Venez pas me parler de droit là. C'est pas... Mais les gens, moi cet article, je serais pas énervé contre cet article si Franc-Tireur avait une vraie condamnation proportionnelle contre Israël. Si Franc-Tireur, tu vois, par exemple, Franc-Tireur faisait plusieurs articles avec beaucoup plus de véhémence, parce que je rappelle que c'est 10 fois pire minimum. 10 fois pire minimum ce qu'est en train de faire Israël contre les enfants, contre les Gazaouis, sur la torture et tout. C'est 10 fois pire à minima ce qu'est en train de faire Israël que le Hamas. Si Franc-Tireur avait cette condamnation-là d'Israël, j'accepterais cet article. Sauf qu'ils ne le font pas. Ils se contentent de simplement critiquer le Hamas, hein, de condamner le Hamas, sans faire la même chose sur Israël, et surtout sans nous donner le contexte dans lequel ça évolue. Moi, il n'y a pas de souci, hein. Ah, il faut condamner. Mais d'où vient cette situation de guerre, en fait? Les condamnés à qui on avait rasé le crâne, forcé à la nudité ou marqué d'inscriptions humiliantes ont été jetés à terre et abattus d'une balle dans la nuque, dans le dos. Certains ayant subi des violences sexuelles. C'est à condamner. Israël fait pareil. Israël fait pareil, même pire. Si les faits rapportés sont accablants, il n'y a pas vraiment de surprise. Les membres du Hamas eux-mêmes ne cachent pas le peu de considération accordée à la population sous sa férule. Depuis Doha, Moussa Abou Mazrouk, membre du bureau politique de Hamas, avait par exemple déclaré au début de la guerre que les 500 km d'installations souterraines qui auraient pu servir d'abri aux Gazaouis pour se protéger des bombardements étaient réservées aux seuls combattants de l'organisation terroriste, renvoyant cyniquement à l'organisation internationale la charge de la protection des Gazaouis. Non mais en fait,
Si Israël arrête les bombardements, il n'y a personne à surveiller, il n'y a personne à protéger en fait. Non mais attends. Oh là 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 là. En fait là, le problème c'est que c'est le Hamas qui protège pas la population. Ok. C'est pas le bombardement d'Israël en fait, qui bombarde même, parce que parfois ils sont protégés, hein, les populations normales, il y a des territoires, il y a des zones où ils ne doivent pas bombarder Israël. Mais ils bombardent. Ils bombardent. Ils auraient dû les protéger, c'est leur faute. Oui, c'est la faute du Hamas. Hein. Si Israël tue des gens, c'est la faute du Hamas. Faut le savoir. Tout le monde sait que 75% des résidents de la bande de Gaza sont des réfugiés. C'est la responsabilité de l'ONU de les protéger. Mais d'ailleurs, pourquoi ce sont des réfugiés? Parce que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Hein. Ils sont réfugiés d'où? Pourquoi ils sont réfugiés là? Pourquoi la population de Gaza, c'est 75% des réfugiés? Le Front Iran ne nous dira pas. Ajoutons que le rapport onusien n'apparaît pas dans un total vide historique. Dès 2015, Amnesty International publiait une enquête détaillée sur les exécutions sommaires et actes de torture commis par le Hamas durant la guerre de 2014. Bon, on peut revenir aussi sur la guerre de 2014, il n'y a pas de souci. Hein. 10 ans plus tard, cette même ONG documentait les meurtres, prises d'otages et actes de torture et violences sexuelles relatifs au massacre du 7 octobre et aux enlèvements de la séquestration de civils israéliens. C'est un pays pauvre, il y a des réfugiés spontanés, oui c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, il y a des réfugiés qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi. Hein. La nouveauté ici, ce n'est donc pas tant la révélation que le Hamas commet des crimes et des abus, mais qu'il s'agit du premier document international émanant des commissions des droits de l'homme de l'ONU, qui sont en majeure partie consacrées aux exactions du Hamas sur les Palestiniens. Pourtant, Israël n'est pas épargné par ce rapport. Ah bah quand même, oui. Franc-tireur obligé en fin d'article de dire, ah oui, il y a quand même Israël qui est visé quoi. Israël n'est pas épargné par ce rapport émanant d'une commission que les gouvernements israéliens... Attends. Pourtant, Israël n'est pas épargné dans ce rapport émanant d'une commission que les gouvernements israéliens considèrent de parti pris depuis sa création en 2021. Attendez, pourquoi il précise ça? Pourquoi l'article précise que Israël considère que, que la commission fait un parti pris? Moi, je pense que Franc-Tireur est un peu d'accord avec eux. Hein. Les Israéliens accusent la commission du Conseil des droits de l'homme de consacrer une attention disproportionnée à l'État juif. Alors, je ne sais pas pourquoi préciser l'État juif. Moi, je pense à l'État d'Israël, qui est on pourrait dire l'État sioniste surtout. Hein. Et on pourrait dire aussi l'État colonial surtout. Et pourquoi une attention disproportionnée? Mais chaud. Allez, moi, monsieur, l'article là, c'est qui? C'est qui le gars? Michael Prazan. Ok. Moi, je suis prêt à ce qu'on vérifie la véracité de ces dires. Est-ce que l'attention est disproportionnée sur l'État israélien? Bah, mettons le nombre de victimes causées par l'État israélien, mettons le nombre de victimes causées par le Hamas, et faisons la proportion de l'attention qui est portée dessus, et voyons si c'est disproportionné. Bah, en tout cas, moi, il n'y a pas de souci, hein. On condamne les crimes de guerre du Hamas, pas de souci. Mais alors, je veux dire, on peut faire la proportion de crimes de guerre commis par Israël. Le nombre de victimes, le territoire dévasté, détruit, l'écocide. Faisons, voilà, voyons les chiffres. Voyons le nombre de personnes tuées par Israël. Voilà. Prenons Gaza, allez, prenons Gaza. Le nombre de Gazaouis tués par Israël et le nombre de Gazaouis tués par le Hamas. Et on verra si c'est disproportionné, l'attention qui est portée sur Israël. On verra. Le rapport en profite d'ailleurs pour égratigner aussi l'État d'Israël. Mais attends, tu te répètes? Je suis pas en train de me répéter moi. Hein. Pourtant, Israël n'est pas épargné dans ce rapport. Ok. Le rapport, c'est la même phrase en fait. Pour égratigner l'État d'Israël. Ce rédacteur affirmant comme un fait établi qu'Israël perpètre un génocide. Alors même que Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale à l'origine des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Ivan Golan, n'a pas retenu cette qualification. Et donc, en fait, eux, ils sont en mode, la commission dit n'importe quoi parce que même Karim Khan n'a pas retenu la qualification de génocide. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de l'accuser de génocide maintenant. Et je pense que c'est stratégique ce que fait Karim Khan. Tu vois. Mais eux, voilà, maintenant ça devient une preuve qu'il n'y a pas de génocide. Karim Khan n'a pas retenu la qualification de génocide. Moi, je pense qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas sur le pénal à l'ordre international et quels sont les outils stratégiques pour le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yann Golan et Yoav Galant. Et que bon, c'était peut-être pas stratégique de retenir le truc de génocide. Et par souci d'équité, la commission n'oublie pas d'évoquer les crimes et les exactions commises par les colons israéliens en Cisjordanie. Bah quand même. Hein, parce que je rappelle, hein, c'est pas seulement Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Hein, je rappelle. Puis le mot génocide obligatoire pour que ce soit considéré comme grave. Bon, oui, je rappelle, moi ça m'énerve. Elle rappelle qu'en 2025, au moins 7 Palestiniens ont été tués et 832 autres blessés, ce qui représente une augmentation de 133% du nombre de meurtres et de 130% du nombre de blessés par rapport à l'année précédente. Selon les enquêteurs, les attaques de colons qui bénéficient de la mansuétude, sinon de la complicité des autorités israéliennes, ils sont commises quotidiennement. Mais ce sont les enquêteurs. Hein. Les dernières déclarations incendiaires et tolérées du ministre extrémiste, donc on rappelle, hein, c'est extrémiste, c'est pour ça, c'est parce que c'est l'extrême droite, de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ne les démentiront pas. En revanche, curieusement, ah ouais, ils veulent tempérer.
Ils veulent tempérer les crimes d'Israël. Ah oui, c'est ça. En revanche, curieusement, les crimes du Hamas listés dans le rapport onusien n'ont guère fait réagir les défenseurs habituels des civils gazaouis contre l'État hébreu. Moi, je vais te dire tout simple, hein, il y a contradiction principale et contradiction secondaire. Les crimes du Hamas sont la contradiction secondaire de la contradiction principale en ce moment, qui est le génocide perpétré en cours. Si vous voulez aider les Gazaouis, notamment de s'en sortir du Hamas, hein, partons dans votre principe à vous. Voilà, il faut sauver les Gazaouis du Hamas. Bah, l'une des premières solutions, c'est d'arrêter le génocide. Parce que là, ce dont souffrent surtout les Gazaouis en ce moment même, c'est surtout du génocide en cours. Voilà, la contradiction principale sur laquelle qui est en train de détruire principalement les vies des Gazaouis en ce moment même, c'est le génocide en cours. Et après, si vous voulez, on parlera de la question du Hamas. Pas de souci. Mais là, priorité, le génocide, là. Les bombardements, le nettoyage ethnique, si vous préférez, la destruction du territoire, l'écocide, voilà la priorité. Aucune mention de ce rapport de l'ONU de la députée insoumise Danielle Obono, qui, au lendemain du massacre du 7 octobre, qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Pas davantage de la part de Francesca Albanese, le rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Rien non plus du côté de la papesse américaine du féminisme, Judith Butler, qui décrivait le 7 octobre comme un acte de résistance armée. Quant à la déclaration de l'eurodéputé, je fais vite parce que je dois partir bientôt, Rima Hassan affirmant le 27 février 2025 au micro de Sud Radio que le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international, elle est battue en brèche par le rapport onusien qui insiste sur les violations manifestes et systématiques du droit international par l'organisation islamiste. Mais attendez, ok, d'accord, ça marche. Mais donc Israël est illégitime. Parce que vous, oui, demi-citation, bien sûr, demi-citation comme d'habitude, hein, mais on rappelle que vous pensez qu'il y a une légitimité que Israël est juste en train de se défendre. Je rappelle que la position de Caroline Fourest, de Raphaël Enthoven et de Franc-Tireur, c'est dire que Israël est en train de se défendre là, ok? Et qu'il y a une part de légitimité dans ce que fait Israël en Palestine, parce que sinon Israël allait se faire attaquer par les Gazaouis, par le Hamas ou par la Palestine. Sauf que Israël est en train de commettre des violations manifestes du droit international. Et donc Israël n'est pas légitime. Si on suit votre logique, le Hamas n'est pas légitime si vous voulez, mais Israël non plus alors, tout simplement. Israël est encore moins légitime. Les auteurs du rapport n'auront peut-être pas réussi à convaincre les militants qui voient dans le Hamas un exemple de résistance anticoloniale, mais ils auront au moins démontré que l'on peut opprimer les Palestiniens tout en prétendant parler en leur nom. Oui, bon, il n'y a pas de souci, oui, si vous voulez. Oui, non, mais je pense que c'est le cas de toute organisation. Pas seulement de résistance, hein, tout parti politique peut opprimer sa population tout en prétendant parler au nom de sa population. Oui, c'est pas spécifique au Hamas. C'est le cas dans d'autres pays. Allez, prenons même la Russie, si vous voulez, ça va vous faire plaisir. Mais la Russie peut opprimer sa population tout en prétendant parler en son nom. Moi, je pense que Macron, à différents niveaux, à un autre niveau, opprime sa population tout en prétendant parler en son nom. Pareil pour Trump. Il opprime sa population tout en prétendant parler en son nom. Il n'y a pas de souci. Gazaoui, un début de soulèvement. Révolution du 26 juin vise à rassembler les Palestiniens de Gaza pour écarter le Hamas et obtenir des droits. Tension maximale. C'est sans précédent. Des militants palestiniens amenés par Abdelhamid Abdelatri, journaliste exilé en Égypte, lance un appel à manifester massivement contre le Hamas dans la bande de Gaza. Je sais pas pourquoi vous dites que c'est sans précédent, parce que, attendez, pourquoi vous dites c'est sans précédent? Avant cet article, j'ai déjà lu, les années précédentes, des articles qui disaient qu'il y avait des mouvements de contestation contre le Hamas de la part des Palestiniens eux-mêmes. Mais d'un coup, c'est sans précédent. Bah non, c'est pas vrai. Ou alors, vous mentiez dans le passé. Dans le passé, vous mentiez en disant que y avait déjà des mouvements de protestation contre le Hamas. Et encore heureux qu'il y ait des mouvements de protestation contre le Hamas. Personne nie qu'il y a des Palestiniens qui sont contre le Hamas. Mais parce que les Palestiniens, comme n'importe quelle population, sont une population diverse, hétérogène. Et donc, il y a des désaccords au sein. Il y a des Palestiniens qui n'aiment pas le Hamas. Il y a des Palestiniens qui adorent le Hamas. Il y a des Palestiniens qui préfèrent le FPLP. Mais je veux dire, c'est comme n'importe quel pays, il y a des désaccords internes. Voilà. La résistance française, il y avait des contradictions internes. Il y avait les résistants communistes, il y avait les résistants républicains, il y avait les résistants d'extrême droite. Ils ne s'aimaient pas. Il y a même certains qui parlent j'en parlerai dans le livre, de résistants vichistes. On en parlera dans un autre épisode, dans le livre sur l'armée révolutionnaire. Mais oui, même dans des mouvements de résistance qu'il y a eu en France, mais même en Algérie, la résistance algérienne, il y avait des contradictions. Ouais, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Même au Vietnam. Mais voilà, ils découvrent. Oui, encore heureux, oui. Donc oui, il y a des Palestiniens qui contestent le Hamas. Et donc,
Et donc, est-ce que c'est la DA de vraiment dire que tout le massacre qui se passe à cause du Hamas et c'est tout? Bah, c'est leur truc à eux, hein, c'est le dire que voilà, tout est à cause du Hamas. Voilà. Ce qui se passe là, les centaines de milliers de blessés, les millions de déplacés, la plus de centaines de milliers de morts, c'est à cause du Hamas. Voilà. Voilà, né sur les réseaux sociaux, le mouvement a pris le nom de Révolution du 26 juin, date prévue pour le rassemblement. Ok, il n'a pas encore eu lieu le rassemblement. Nous sommes convaincus que le Hamas ne se préoccupe que de ses propres intérêts, il ne s'est jamais soucié de son peuple. Dénonce un habitant de l'enclave au quotidien israélien Israël Hayom. Bon, voilà. Ça donne le ton. Hein. C'est-à-dire, il est anti-Hamas, il accorde des interviews à un quotidien israélien. Bon, oui, c'est comme les pro-chats, quoi, les Iraniens pro-chats. Oui, bon, est-ce que c'est vraiment un exemple? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est marrant qu'ils utilisent le même argument, mais pour dire qu'Israël est démocratique. Oui. Mais même le président du Parti national palestinien, non armé, pacifique pour la solution à deux États, ne critique pas publiquement le Hamas et soutient la résistance. Oui, non, mais comme le FPLP n'est pas sur la même ligne que le Hamas et ne critique pas là ouvertement le Hamas, quoi. Ils sont dans la résistance contre Israël. Le FPLP est en résistance contre Israël. C'est qu'à croire qu'avant le Hamas, Gaza était en paix et les Gazaouis avaient le ventre plein. Oui, Georges Lafritte Molle, oui. Oui, on dirait que le problème c'est le Hamas, alors que bon, ça fait 80 ans j'allais dire de prostitution, de colonisation et de massacre, hein. Le but de la manifestation, forcer le Hamas à quitter la scène politique palestinienne. Ah oui, ça va marcher, ouais, je suis optimiste. En parallèle, les organisateurs réclament des droits fondamentaux pour les Gazaouis, l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé et à la sécurité. Mais attends, c'est à cause du Hamas qu'il n'y a pas ça, là? Attendez. Non, mais il faut revenir sur la colonisation. Non, mais... Allez, Cisjordanie, c'est pas le Hamas. On peut parler de l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins et à la sécurité en Cisjordanie. Il n'y a pas le Hamas, hein. Je rappelle, hein. Il n'y a pas le Hamas en Cisjordanie. On peut parler de la situation de vie des Palestiniens? Non, mais c'est de la faute du Hamas maintenant. S'il y a du chômage et peu d'accès à la santé, c'est à cause du Hamas. Non, mais l'article est indigne. Inquiet des répercussions, si c'est le Hamas encore. Oui, c'est toujours le Hamas en fait. Inquiet des répercussions, notamment médiatiques, le mouvement terroriste aurait demandé aux services de sécurité de Gaza d'éviter toute confrontation directe avec les manifestants. L'idée étant de ne pas donner une image trop féroce de la répression et de ne pas accroître l'écho face à la mobilisation. Bon voilà, s'il ne s'est pas réprimé, c'est encore que le Hamas est cynique. Pour autant, le Hamas ne compte pas rester inactif. La crainte est de voir le groupe terroriste procéder à des arrestations, voire des exécutions en marge du 26 juin afin de décourager la mobilisation. Déjà au printemps 2025, lorsque la population était descendue dans les rues, le groupe terroriste avait la population. C'est toute la population qui était descendue des rues? Ok, non, il n'y a pas de souci. Le groupe terroriste avait réprimé la contestation. Alors, je pense que déjà la population avait peur de descendre dans la rue parce qu'elle risquait de se faire bombarder par Israël. Le groupe terroriste avait réprimé la contestation dans le sang. Le mouvement du 26 juin est aujourd'hui accusé par les membres du Hamas d'instrumentaliser les tensions avec Israël pour déstabiliser le groupe islamiste. Certains précipitent la chute de notre grand mouvement et se fiant aux promesses d'un ennemi stupide, s'est emporté Hazem Kassem, porte-parole du Hamas dans un communiqué. Il est surtout reproché aux organisateurs de s'ingérer dans les affaires internes de l'enclave alors qu'ils ne vivent plus sur place. Un Palestinien reste un Palestinien où qu'il soit, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou dans la diaspora. Il a le droit de parler des souffrances de son peuple et d'exprimer librement son opinion, a répondu Abdel Al-Hatti. Nous refusons la poursuite de cette guerre. Mais attendez, c'est le Hamas qui poursuit cette guerre? Elle doit cesser. Mais Abdel Al-Hatti, tu as parlé à un journal israélien. C'est le Hamas qui poursuit la guerre? C'est quoi? C'est ça le truc? Genre dans sa théorie, c'est ça. C'est à cause du Hamas qu'il y a la guerre. Ok. Insiste-t-il auprès du Jérusalem Post? Mais attends. Tu veux la fin de la guerre à Gaza et toi ta priorité c'est de dire que le Hamas doit partir pour la fin de la guerre. Ok. Non mais ok, il n'y a pas de souci. Et vous croyez, moi, y a des gens qui croient vraiment que les Gazaouis vivront mieux si le Hamas disparaît et qu'on laisse les mains libres à Israël d'avoir Gaza. C'est ça le truc. Faut me dire, hein, dites-moi, parce que moi je pense que surtout Israël, ce que va faire Israël, c'est de faire un nettoyage ethnique. Hein. Et c'est déjà en train de le faire. Hein. Ils sont déjà en train de négocier avec d'autres pays étrangers. Je crois que j'avais entendu le Rwanda, le Congo, etc. Même le Soudan. Le Soudan, un pays en guerre. Hein. Le Soudan, pays en guerre. Israël est déjà en train de négocier avec ces pays pour procéder à un nettoyage ethnique. Hein. Pour virer le Somaliland, pour virer les Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie. Mais bon, le Hamas, le vrai problème, c'est le Hamas pour les Gazaouis. Hein. Oui, on y croit. Avant d'imputer la principale responsabilité des souffrances des Gazaouis au Hamas, qu'il ne juge plus digne de diriger l'enclave palestinienne. Bref. Bon, les gens, vous avez vu un petit peu le niveau de ce journal de merde, faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire comme conclusion? C'est encore plus nul. En fait, c'est
c'est pas seulement que c'est nul, parce que c'est nul, lien pour s'abonner au journal. C'est pas seulement que c'est nul, c'est que c'est indigne, quoi. C'est indigne, c'est indécent, il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte d'écrire ces merdes. Et je suis prêt à débattre avec n'importe quel d'entre eux, là, ces débilos, là. Vous êtes nuls et vous êtes indignes et vous êtes, pour moi, des ennemis politiques. Clairement, ce sont des ennemis politiques et eux, ils choisiront, fascisme, antifascisme, ils choisiront le fascisme. Sous prétexte de, il faut lutter contre l'islamisme, il faut lutter contre les Russes, il faut lutter contre les Mélenchon le fou, il faut lutter contre les bolcheviks. Voilà. Voilà. Ils choisiront le fascisme, c'est évident. C'est évident. Bardella au pouvoir, ils se rangeront du côté de Bardella. Donc francs-tireurs, ce sont des ennemis et c'est une honte. C'est une honte, mais j'ai pas de mots pour dire à quel point c'est une honte qu'ils aient repris le titre de franc-tireur. Et donc, on rappelle que franc-tireur MOI, ce sont des gens communistes à la base, hein. Ce sont des gens communistes, socialistes, qui ont résisté face à l'Allemagne, face au nazisme. Et c'était pas seulement... En fait, il faut rappeler que le FTP-MOI, c'était pas seulement des résistants face au nazisme. Ils avaient aussi une idéologie révolutionnaire, une idéologie communiste, une idéologie internationaliste. Et eux, ils ont repris le terme. Ils ont repris le terme franc-tireur. Moi, je pense qu'ils devraient porter plainte, en fait. Je veux dire, c'est grave, en fait. C'est grave, c'est une honte.